la relation avec mon père, c'est vrai que c'était une relation que je dirais assez particulière, on va dire, quand j'y repense, en fait, par rapport à comment est-ce que j'ai grandi. Parce que forcément, nous, le cercle familial, mon père était présent, mais il était absent en même temps, en fait. Mhm. C'est ça la particularité, c'est que mes parents étaient ensemble. Mon père, comme il habitait pas avec nous, il venait, voilà, à cause du travail, etc. Il venait de temps en temps. Et en fait, du coup, forcément, la cellule familiale, elle n'est pas la même que mes amis qui avaient leurs deux parents. Vraiment, le racisme à l'école, je pense que au départ, on comprend pas trop. En fait, on n'est pas au courant vraiment qu'il y a une différence entre nous et les autres. Mhm. C'est les autres qui vous font comprendre que vous êtes différents. Et donc là, dans l'esprit, c'est compliqué. On se dit, mais je suis différent en quoi? La seule chose qui change, c'est ma couleur de peau. Vous êtes tous blancs. Mais pour moi, en fait, c'était compliqué à assimiler parce que on se dit, c'est juste un détail, en fait, finalement. Pour ce nouvel épisode de Source d'inspiration, je reçois Lucrèce Taïrou, journaliste et autrice du livre 15 conseils pour une destinée et confiance en soi, reboosté aux éditions Vérone, un livre dans lequel elle se livre sur son propre vécu et livre quelques conseils pour croire en soi et en ses rêves. Bonjour Lucrèce. Bonjour Kevin. Ravi de te recevoir. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être là. Ça me fait plaisir aussi. Tu as sorti ton premier livre qui s'intitule 15 conseils pour une destinée et confiance en soi reboostée chez Vérone Éditions. Tout à fait. Un livre basé sur ton propre vécu que nous allons explorer dans cet épisode. Toi, tu es d'origine gabonaise. Exact. Mais tu es née en France. Ouais, exact. Ouais. Quelle enfance tu as eue? Moi, j'ai eu une belle enfance. Franchement, je pense que je dirais que j'ai vraiment bien baigné dans le mix des deux cultures, Gabon et français. Après, ce qui a été difficile dans mon parcours, c'est surtout en fait mon identité, parce que j'ai grandi forcément dans un environnement où j'étais entourée d'enfants blancs. C'était où? À Grenoble. D'accord. J'ai grandi à Grenoble. Je suis née à Paris, mais j'ai grandi à Grenoble. Et du coup, oui, voilà, l'environnement, il y avait dans mon école, pour donner un exemple, primaire et maternelle, on était quoi? Peut-être 4 noirs dans toute l'école, de ce que je me souviens. Peut-être 6, après à tout casser avec les années. Mais du coup, c'est vrai que j'ai eu une bonne enfance. J'ai juste eu beaucoup de mal en fait à m'accepter en fait en tant que fille noire, entourée de blancs. Je comprenais pas trop. Du coup, attends, moi j'ai pas les cheveux comme les autres, j'ai pas la même couleur de peau. Voilà, il y avait cette petite dualité, on va dire. D'accord. Alors toi, tu t'appelles Lucrèce, je l'ai dit, et je crois savoir que ce prénom t'a joué des tours. Et ça a commencé dès l'école primaire. Ouais. En fait, comme j'explique dans le podcast, moi On rappelle le nom, Destiny Podcast. De Destiny Podcast. Destiny Podcast. Ouais. C'est vrai que j'avais ce côté original de mon prénom à ma personnalité, j'aime bien dire ça, mais j'ai eu beaucoup de mal à accepter l'originalité de mon prénom. Parce que tout le monde s'appelle, voilà, à l'époque, mes amis c'était Laura, Sophie, Tina, voilà, des prénoms un peu pas classiques, mais bien, pas aussi original que le mien, on va dire. Et donc, avec mon prénom Lucrèce, c'est vrai que j'avais déjà du mal. Et puis, les gens, même encore récemment, tu sais quoi, ah oui. on me l'a fait, on me l'a dit, mais Lucrèce, il est un peu compliqué ton prénom. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment eu ce côté, Lucrèce, ou sinon on m'appelle Lutèce, ou on écorche parce que, ça vient d'où et tout ça. Bon, voilà, c'est... Ça arrive qu'on écorche aussi ton nom de famille ou pas? Alors en fait, j'ai eu une petite astuce maintenant, parce que c'est vrai que mon nom de famille est normalement composé. Pour le livre, j'ai utilisé que la fin de mon nom de famille, qui est Taïrou. Donc non, ça va, on n'écorche pas ça, mais c'est vrai que comme mon nom est composé, donc ça fait Lucrèce, Goteni,
Taïrou. Ah oui. Donc, les gens, des fois, oui, Goteni, Guioteni, Ah oui. Lucrèce. Oui, Lucrèce. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai raccourci Lucrèce Taïrou. Voilà. Ok. Alors toi, tu as grandi à Grenoble, mais avec un père absent. Ouais. Quelles étaient tes relations avec lui? Alors, la relation avec mon père, c'est vrai que c'était une relation que je dirais assez particulière, on va dire, pour quand j'y repense en fait par rapport à comment est-ce que j'ai grandi, parce que forcément, nous, le cercle familial, il était, mon père était présent, mais il était absent en même temps. En fait, Mhm. c'est ça la particularité, c'est que mes parents étaient ensemble. Mon père, comme il habitait pas avec nous, il venait, voilà, à cause du travail, etc. Il venait de temps en temps. Et en fait, du coup, forcément, la cellule familiale, elle n'est pas la même que mes amis qui avaient leurs deux parents, qui vivaient avec leurs deux parents, etc. Donc la relation avec mon père, elle a été, elle se construit encore, je dirais même progressivement, Mhm. parce que c'est vrai que on est peut-être pas aussi proche que ce que j'aurais voulu. J'ai vraiment des amis qui sont vraiment très proches de leur papa et tout ça. Moi, c'est vrai que c'est une relation que j'aurais voulu avoir, mais voilà, c'est plus ma mère qui est ma confidente, c'est plus ma mère qui nous a vu pleurer, qui nous supporte. Voilà, donc c'est vrai que la relation avec mon père, elle a été très difficile, même dans ma construction en tant que femme. Dans mon identité de femme, j'ai eu beaucoup de mal le fait d'assimiler qu'il était pas là et là en même temps. Pour moi, ça voulait dire qu'il ne nous aimait pas, qu'il ne m'aimait pas. J'avais cette pensée, et j'en ai parlé avec lui en plus il y a pas longtemps récemment. J'avais cette pensée qu'il ne nous aimait pas, ou que si j'avais été un garçon, peut-être qu'il m'aurait plus aimé, tu Mhm. vois. Et en discutant avec lui, il m'a dit, mais c'est vraiment une fausse idée que tu t'es faite, quoi. Pas du tout. C'est vraiment pas du tout ça. Donc elle se construit encore, la relation avec mon père. Ça a été difficile pendant un temps. Pendant pas mal d'années, il y a même eu une fracture où on ne se parlait plus du tout. Et puis ça a joué après sur mes relations, puisqu'en fait, comme j'avais pas vraiment la figure paternelle présente, je pense que l'amour que je voulais de mon papa, j'ai essayé de le rechercher auprès de figures masculines, en fait. Donc c'est ça qui m'a un peu construite, et c'est ce dont je parle aussi dans le livre. Alors dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle Papa Outé. Alors le Ouais, titre, il fait référence au titre de ouais, Stromae. ouais. Est-ce qu'il a lu le livre, ton père? Alors, je ne sais pas encore s'il l'a lu. Je sais qu'on en a parlé. Je lui ai expliqué mon livre, etc. Il m'a dit qu'il allait l'acheter, mais pour l'instant, il ne m'a pas encore fait de retour. Donc, je ne sais pas s'il l'a lu. D'accord. Ouais. Mais est-ce que paradoxalement, l'absence de ton père, ça t'a rendue plus forte et ça a fait de toi celle que tu es devenue aujourd'hui? Incontestablement. Incontestablement, parce que du coup déjà, donc très très tôt, on va dire que j'ai eu cette aptitude à comprendre mon environnement familial, et du coup à venir forcément des fois épauler ma maman, et apprendre. Moi, je suis très autonome en fait et très indépendante, donc et j'aime beaucoup aider, donc forcément naturellement la place de fille forte. Et puis c'est comme ça que ma mère nous a éduqués, hein. Mhm. Elle nous a éduqués comme ça. Et puis surtout avec les brimades aussi à l'école, forcément ma maman, elle nous donnait des petits tips pour ne pas se laisser faire. Donc oui, je dirais que le fait que mon père ait été à la fois présent et à la fois absent, ça a joué dans la femme que je suis aujourd'hui. Et puis l'éducation que ma mère nous a donnée, hein, sincèrement, elle a vraiment poussé pour qu'on soit indépendante, pour qu'on soit forte. Et et les deux, en fait, finalement. Mhm. Mon père et ma mère nous ont vraiment inculqué cette notion que dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Et moi, je tiens de mon père vraiment le côté ultra ambitieux. Mon père, c'est quelqu'un de très, très, très ambitieux. Euh, Souvent, les gens disent que je suis carriériste, mais moi, j'ai juste vraiment une ambition, c'est d'atteindre et d'accomplir ma destinée, de réaliser mes rêves. Et l'éducation que j'ai reçue fait que forcément, pour atteindre ses rêves, accomplir sa destinée, il faut être fort, parce que c'est pas facile, Mhm. et il faut pousser, quoi. Donc, ouais.
Alors, dans le livre, tu parles bien sûr de ta couleur de peau. Ouais, Tu n'as pas échappé au racisme. non. Je pourrais en témoigner aussi, mais comment tu l'as vécu, notamment à l'école? Mm. Vraiment, le racisme à l'école, je pense que au départ, on comprend pas trop. En fait, on n'est pas au courant vraiment qu'il y a une différence entre nous et les autres. Mm. C'est les autres qui vous font comprendre que vous êtes différents. Et donc là, dans l'esprit, c'est compliqué. On se dit, mais je suis différent en quoi? La seule chose qui change, c'est ma couleur de peau. Vous êtes tous blancs. Mais pour moi, en fait, c'était compliqué à assimiler parce que on se dit, c'est juste un détail, en fait, finalement. Sinon, moi, quand je saigne, mon sang, il est rouge comme le vôtre. Voilà, c'était compliqué vraiment à l'école parfois, mais j'ai quand même eu un bon pôle de soutien. Je pourrais pas dire que j'ai vraiment été... Il y a vraiment eu des petites réflexions. Et tout au long de ma vie, hein, même encore, même encore aujourd'hui, tout au long de ma vie, il y a souvent des petites réflexions qui essaient de venir te diminuer, te restreindre, te catégoriser, te rattacher seulement à ta couleur de peau ou à tes origines, comme si c'était une tare, comme si c'était une plaie. Et en fait, pas du tout. Mais c'est vrai que ça a été, la construction, elle s'est faite vraiment progressivement et ça a été vraiment très lent pour moi de comprendre que le fait d'être noire, c'était pas un handicap. Parce que pour moi, pendant longtemps, c'était un handicap. Je voulais pas, je voulais avoir les cheveux lisses comme mes amis. Pendant un moment aussi, j'ai repensé, il y a pas longtemps, je mettais des lentilles pour avoir les yeux verts. Donc, c'est vrai que ça impacte forcément dans la construction identitaire. Mais il faut réussir à se détacher du regard des autres, qui est un regard perverti, hein, parce que le racisme, c'est vraiment une plaie, pour tirer la force d'où on vient. C'est une richesse d'être aussi différent pour le monde et pour... Donc voilà comment je l'ai un peu vécu. Et quelles sont les remarques qui t'ont le plus blessé? Ah, j'ai eu droit à tout, hein. Banania. Voilà, pour la référence, pour ceux qui connaissent peut-être pas, s'il y a vraiment des très jeunes qui écoutent, Banania, c'était une marque à l'époque, je crois que c'était de cacao, de chocolat. C'est ça. Ouais. Et en fait, la référence, elle pique parce que c'est vraiment la caricature de l'époque, vraiment dans la culture française, de à quoi est censé ressembler un noir. Donc vraiment noir comme mon micro, avec des lèvres rouges, des gros yeux. Voilà, c'est pas quand on t'appelle comme ça, pareil. Dans le livre, j'évoque, j'ai eu un épisode à un moment donné où deux jeunes garçons, j'allais pour faire les courses avec ma maman et deux garçons pour m'interpeller dans la rue. J'avais, je pense, 12-13 ans et ils m'ont appelé la noire, ou bien même nigger, quoi, négresse. Donc bon, ça fait pas plaisir. Et ce que j'évoque dans le livre, sans vraiment en dire trop, c'est que moi, en réponse, vraiment système de défense, comme j'avais aussi ce problème identitaire d'accepter qui j'étais, et bien au lieu de leur dire un truc du genre, je sais pas, je sais pas moi, une réaction un peu normale, j'aurais dire, moi je suis pas noire, je suis marron. C'est pour dire à quel point vraiment, au plus profond de moi, le fait d'être noire, c'était vraiment quelque chose de difficile à porter au quotidien. Et est-ce que tu considères que c'est difficile d'être noir en France? Un peu, hein. On va pas se cacher. Un peu. Je me suis fait une toute petite réflexion. J'ai remarqué qu'en France, il n'y a pas l'équivalent d'une Oprah Winfrey, par exemple. Non, ça commence maintenant. Mais c'est vrai que moi, j'ai 36 ans aujourd'hui. Quand on a grandi, on n'avait pas de personnalité publique vraiment noire à qui s'identifier, vraiment. Et donc, comme on n'avait pas, on s'identifiait aux personnalités qui venaient des États-Unis. Oui, non, on n'avait pas d'Oprah Winfrey. Moi, j'aimais beaucoup Oprah Winfrey, mais quand je regardais la télévision et que je disais moi plus tard je veux travailler dans les médias ou je veux devenir journaliste, je pensais à Claire Chazal. Moi, je voulais être Claire Chazal en fait, avec un mix de comme je suis noire, mon mix était Claire Chazal mixé à Oprah.
Mais oui, c'est difficile d'être noir en France. Et puis quand on dit c'est difficile d'être noir en France, tout de suite on est oh là là, en gros c'est nous qui sommes le problème. Mais il y a pas, c'est difficile d'être noir en France et c'est aussi difficile d'être un Français noir. Je m'explique. C'est-à-dire, on est né en France, on est français à part entière. Critiquer le système français, quand on est noir, tout de suite, on va toujours venir vous rapporter si t'es pas content, tu rentres chez toi. Je suis né ici. Ici, la France, c'est chez moi aussi. C'est autant chez moi que chez toi. Donc, autant tu as, toi, le droit de décrier ce qui ne va pas dans la politique, ce qui ne va pas au niveau économique du pays, autant j'ai aussi ce même droit. Et pourtant, quand on est français noir, et ça, c'est un autre épisode aussi du podcast qui arrive dans la saison 2 où j'explique, quand on est français et noir, subitement, c'est comme si on était dépravé de tous ces droits d'analyse de l'environnement dans lequel on évolue, de la société française, parce qu'on est noir. Mais non, attendez, à un moment donné, excusez-nous, on est né ici et on est français. Et on a le droit de dire que la France va mal, si on le pense. Voilà, c'est ça l'ambivalence que je trouve ridicule, vraiment, pour être un peu franche et cash, je trouve ça vraiment ridicule. On a le droit de critiquer autant que Bernard et Jacqueline, qui sont, on va dire, français de souche. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, pour que les gens peut-être assimilent, quoi. Et est-ce que tu considères que ça commence à changer un peu en 2025 ? Est-ce que ça change ? Alors, moi, j'ai un regard aussi très critique sur la France parce que je ne vis plus en France. Oui. Et vraiment, je trouve que le climat social est vraiment anxiogène. À chaque fois que je viens en France, j'ai vraiment cette impression de lourdeur. Donc, il y a des choses qui changent parce qu'aujourd'hui, quand j'allume ma télé ce matin, quand j'étais dans mon hôtel et que j'ai vu dans Bonjour Matin, je crois, l'émission sur TF1, c'est ça. Il y avait deux chroniqueurs noirs. Ça fait plaisir. Il n'y avait pas ça avant quand j'étais plus jeune. Ou sinon, c'était des figures un peu de postiche ou pas très flatteuses. Donc oui, il y a des choses qui changent, mais il y a encore tellement à faire. Il y a vraiment un grand chemin. Il y a vraiment un grand chemin. Hormis la couleur de peau, tu as dû affronter aussi un autre complexe que tu as évoqué brièvement, c'est les cheveux. Ouais. Alors, pourquoi tu étais autant complexée par les cheveux ? Parce que les cheveux, comme j'aime bien dire, c'est un peu la couronne des femmes, quoi. C'est un peu la couronne des femmes. Et comme j'expliquais tout à l'heure, moi, j'ai grandi avec des nanas qui avaient des couronnes ondulée parfaite, lisse. Et moi, ma couronne, elle était crépue. Il fallait et ma mère et ma sœur pour réussir à me peigner. Juste à faire une coiffure, on avait besoin de 6 bras. Donc j'ai eu beaucoup de mal parce que... et puis aussi les réflexions des garçons. Caniche. Donc tout ça, on se dit, en fait, moi, j'aime pas ces cheveux. Moi, je veux des cheveux, je sais pas, moi. En plus, les figures aussi qu'on voyait à la télé des Noires américaines, il y en avait très peu qui portaient leurs cheveux naturels. Mais on le sait que maintenant. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Elles avaient vraiment des boucles parfaites, comme les filles des îles, quoi. Moi, je voulais des cheveux comme ça ou des cheveux lisses. Pas des cheveux crépus. Et puis pareil, je n'avais pas de représentation de personnes avec les cheveux crépus. Et puis il y avait toute cette commercialisation avec les produits de défrisage, etc. Donc forcément, quand tu n'as pas de référent, c'est compliqué d'accepter tout ce qui est différent chez toi. Donc mes cheveux, c'était un grand débat. Et tu as même porté une perruque. Ouais, oui, j'en ai porté. J'en porte encore aujourd'hui. Des fois, je vais pas. Des fois, j'en porte encore. Mais oui, je portais des perruques. Pour moi, c'est impossible de sortir sans perruque. Mais c'est aussi parce que tu voulais ressembler à une Américaine, en quelque sorte. Ouais, je pense. J'étais tellement influencée par la culture américaine. Je pense que forcément, oui, ça joue.
Quand tu vois que tes cheveux ne ressemblent pas aux cheveux des filles que tu vois dans les clips américains ou de tes copines à l'école, bah, tu te dis, bon, bah, il y a cette solution qui est là et qui est très bien. Voilà. Et en fait, moi, ce que je revendique en tant que femme noire, c'est vraiment d'accepter sa pleine identité. Nous, on a la chance, vraiment. Donc, on a des beaux cheveux, déjà. On a vraiment de très beaux cheveux, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et on a la chance de pouvoir jouer avec les coiffures. Et si tu veux porter une perruque, porte une perruque. Et si tu veux défriser tes cheveux, défrise tes cheveux, mais entretiens tes cheveux. Et si tu veux un jour être blonde, tu peux être blonde. Et si tu veux être rousse, tu peux être... Peu importe, on a cette chance sans vraiment abîmer la nature de nos cheveux. C'est vraiment une force. Mais sauf qu'à l'époque, moi, je le voyais pas comme ça. Mais c'est vraiment une force de pouvoir faire ça, d'être aussi versatile avec sa coupe. Ben oui. Mais un jour, il y a un accident qui est survenu quand tu étais en vacances en Tunisie. Ouais. Est-ce que tu peux raconter? Ouais, l'accident de la perruque. Eh oui. Et tu n'étais pas toute seule. Ouais. L'accident de la perruque, en fait, donc j'étais avec mon ex de l'époque. Ça faisait vraiment très très longtemps qu'on était ensemble. Donc, le détail qui est important et que je raconte dans le livre, hein, mon ex était blanc. Donc, c'était une relation interraciale. Et du coup, j'avais acheté, voilà, exprès pour des vacances en Tunisie, un peu avant, cette superbe perruque magnifique. Mon ex, on arrive, premier jour de vacances. Des vagues incroyables. Lui, il plonge la tête la première dans l'eau. Et puis moi, je le vois, amoureuse comme... voilà, je me dis, je vais faire pareil. Sauf que lui, il a ses vrais cheveux sur la tête. Pas moi. Et donc, je plonge et en ressortant la tête de l'eau, il me regarde et il me dit, « Oh, t'as plus de cheveux !» Et donc, mais instant de panique totale. Vraiment, et on cherche, on regarde comme ça un peu à gauche à droite et on voit les cheveux s'en aller au loin, emportés par les vagues. Mais là, tu en rigoles, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Ah non, bah oui, aujourd'hui, j'ai le recul pour en rigoler, mais sur le coup, je peux vous assurer que je rigolais pas. J'étais en pleurs. Et pendant 2 jours, j'ai fait un caprice. Parce que je voulais absolument retrouver une perruque, sauf que pareil, je suis dans un environnement qui ne connaît pas spécialement bien la texture des cheveux afro. Et donc, on a essayé de trouver une perruque. Impossible, on est allé chez une coiffeuse pour essayer d'arranger un peu mes cheveux naturels. La coupe qu'elle m'a faite, je suis sortie de là, j'étais dépitée parce que vraiment, ça n'allait pas du tout, je ne m'aimais pas. Et en fait, à un moment donné, je pense que ça faisait peut-être 2 jours que ça empiétait sur les vacances. Et donc, mon ex, il me dit, mais stop, on va pas passer toutes les vacances à rechercher des cheveux. Je m'en fous, en fait. Moi, je t'aime comme ça. Je me fiche que t'aies une perruque ou que t'aies pas de perruque, en fait. Moi, j'aime bien tes cheveux, ça te va très bien. Et en fait, là, dans ma tête, le déclic. Je me suis dit, mince. En fait, moi, toutes ces années, donc il a vraiment contribué quelque part à ce que aussi, à un moment donné, je m'accepte. Parce que pendant toutes ces années, je me disais, mais c'est ouf. J'ai eu tant de mal à accepter qui j'étais. Je mettais tellement d'énergie à renier celle que j'étais, que ça passait par tous les artifices possibles. Alors qu'en vérité, j'avais juste à me présenter telle que je suis, en fait, sans artifice. Et quand une personne qui vous aime, vous êtes dans une relation qui vous dit moi je t'aime comme ça, tout de suite ça fait un peu la différence dans la tête. On se dit peut-être que c'est pas si grave finalement. Et ça aide ensuite au cheminement d'acceptation. Mais c'est aussi bien quand on arrive à avoir ce déclic par soi-même. Moi, c'est cet événement-là qui m'a aidé à avoir le déclic. Mais après, ça a été encore un long processus. Mais est-ce que ça a été un mal pour un bien? Ah bah oui. Ah oui, complètement. Même dès le retour des vacances, on en rigolait avec ses parents. Enfin, c'est devenu aujourd'hui une anecdote... franchement, c'est une anecdote hyper drôle, quoi. Je pars en vacances, ça fait rire à chaque fois. Quand je raconte cette anecdote, je pars en vacances avec mon chéri de l'époque. Et puis là, subitement, catastrophe, la perruque en mer. Et tu as aussi appris à plus t'assumer, quelque part? Oui, complètement.
j'ai complètement appris à plus m'assumer. Et finalement, j'ai vraiment passé de très bonnes vacances. Hein. Je me souviens pas de moments pendant ces vacances à partir de là, à partir du moment où il me dit ça, où j'étais en mode oh là là, mes cheveux et tout. Je me coiffais comme je me coiffais et juste je profitais du moment. Et donc ça m'a appris à m'assumer vraiment au fur et à mesure, quoi. Et aujourd'hui, je peux, franchement, je peux sortir avec mes cheveux naturels. J'ai plus de problème avec ça. Et puis là, je suis vraiment dans une phase d'essayer de réapprendre à en prendre soin, justement, à les nourrir, etc. Donc, voilà. Alors, dans ton livre, tu évoques bien sûr des relations amoureuses, Ouais. et notamment un épisode qui aurait pu être un heureux événement. Ouais. Tu avais 25 ans. Ouais. À un moment, je suis tombée enceinte. Hein. Ça faisait 5 ans, peut-être 6 ans qu'on était ensemble. Probablement 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans, je pense, puisqu'on s'est séparés l'année d'après. Et qu'on est restés 7 ans ensemble. Et donc, du coup, oui, je suis tombée enceinte. Et en fait, je me suis... Enfin, dans ma tête, rien n'était... Bon, déjà, c'était pas préparé quelque part. Et quand ça arrive, moi, ça m'a un peu chamboulée, quoi, cet événement. Ça m'a chamboulée personnellement, parce que souvent, en plus... la question qu'on me pose, moi, c'est aussi un peu la DA de mon livre. Hein, c'est enchantée, moi, c'est Lucrèce, 35 ans, célibataire, sans enfant. Parce que à chaque fois que les gens vous rencontrent et qu'on doit se présenter et qu'on dit son âge et qu'on explique pourquoi on n'a pas d'enfant, on me demande t'as pas d'enfant, mais comment ça se fait? Je dis je suis célibataire. Maintenant, en plus, avec ma foi qui est bien affirmée, je vais attendre de me marier et tout pour avoir des enfants. Mais les gens ne savent pas l'histoire, les histoires personnelles qu'il y a derrière. Et c'est vrai que cet avortement, ça m'a beaucoup affectée. Et pareil, le processus de guérison aussi, après ça, c'est très difficile parce que moi, je voyais l'avortement un peu comme une solution. Et au final, quand on traverse cette épreuve, c'est pas du tout une solution. Et t'as pas été beaucoup soutenue, malheureusement. Non, mon ex, quand je lui ai annoncé que... Mais je lui en veux pas du tout, hein, vraiment. Mais vous étiez étudiant encore à l'époque, non? Lui, il venait de terminer ses études. Et moi, j'étais encore en études, ouais. D'accord. J'étais encore en études, mais bon, voilà... On était tous les deux sur la fin des études. Lui, il avait fini, moi, j'étais sur la fin. Mais... ça aurait pu, en vrai, on aurait pu décider de le garder. C'est juste que moi aussi, dans la manière aussi, la manière dont je pensais à l'époque, non seulement, alors, mon ex n'en voulait absolument pas. Il était catégorique, c'était vraiment un non. Ensuite, moi, je me voyais très mal dire à mes parents, allô papa, maman, je suis enceinte. J'étais convaincue qu'ils allaient vraiment me tomber dessus et que ça allait être une catastrophe. Et puis aussi, moi je viens d'un milieu où mon papa n'était pas tout le temps là. Mon ex, il voulait absolument pas de l'enfant. Je me suis dit, si je le garde, non seulement j'ai pas de travail, comment je fais pour l'élever, et puis en plus ça veut dire que je risque de reproduire et de recréer l'environnement familial dans lequel j'ai grandi et qui m'a valu un peu des peines quelque part. Parce que de ne pas avoir à mon papa présent H24, c'est compliqué. Est-ce que je veux recréer ça pour cet enfant? Sachant que mon ex, il n'en veut pas, je ne vais pas le forcer. Je ne vais pas lui dire, si, on se marie et puis on achète la maison, etc. Ça veut dire que je prends la responsabilité d'accueillir un enfant. Et quand il va me demander pourquoi mon papa, qu'est-ce que je vais expliquer? Qu'est-ce que je vais dire? Donc, toutes ces raisons qui, avec le recul, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment des excuses qui m'ont aidé quelque part un peu à me dire, c'est la meilleure des solutions. T'as pas le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. À titre personnel, pour moi, vraiment,
avec ce que j'ai vécu, c'était un peu traumatisant aussi de vivre vraiment un avortement, de se rendre compte de ce que c'est. Je ne referai pas ce choix aujourd'hui, vraiment. Et comment tu as, entre guillemets, digéré cette épreuve? Je pense que pendant longtemps, ça a été difficile. Et moi, j'étais le genre de personne, mon mécanisme de défense était vraiment de refouler. Mais les émotions trop fortes, je refoule. Et puis, quand ça explose, un jour, on ne comprend pas pourquoi. Lucrèce, elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est ma foi. Vraiment. Je pense que de me recentrer sur ma foi catholique, sincèrement, c'est vraiment ce qui m'a aidée des années après, parce que je te parle de ça, vraiment, je me suis vraiment recentrée dans ma foi il y a 6 ans. Donc c'est récent encore. Et l'avortement, il a eu lieu il y a plus de 10 ans, puisque j'ai 36 ans aujourd'hui. Donc c'est pour dire à quel point le chemin, il est long. Et c'est vraiment ma foi qui m'a vraiment, 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 vraiment aidée. Et dans le livre, tu revendiques le fait d'être une femme de 36 ans, célibataire et sans enfant. Ouais. C'est un choix assumé aujourd'hui? Ah oui, parce que déjà, ce que j'aime bien évoquer, c'est les labels en fait. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on va nous attribuer un label. Moi, c'est mon label. J'ai 36 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Et j'ai pas d'autre choix que l'assumer. Parce que si je l'assume pas, c'est pour ça que le livre s'appelle vraiment 15 conseils pour une destinée et confiance en soi reboostée. Si je l'assume pas, ça me mine. Et si ça me mine, je suis pas dans le cycle positif dans lequel je suis censée être pour vraiment accomplir toutes les choses que je suis censée accomplir dans ma vie. Donc, complètement assumé. Et alors, tu as 36 ans, mais bon, après, tu as des femmes qui, à 40 ans, ont leur premier enfant. Il n'est jamais trop tard aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il n'est jamais trop tard. On a la chanteuse Ashanti des États-Unis, elle a eu son premier enfant à 43 ans. Il y a plein de femmes qui ont leur enfant comme on aimerait le dire sur le tard. Moi, j'aime pas trop ce genre d'expression maintenant. C'est le genre d'expression que vraiment à bannir pour moi parce que chaque personne sur cette terre a une destinée différente. Et donc une horloge différente. Et mon horloge ne va pas être la même horloge que Stéphana, que Émilie, que voilà. Et c'est pas parce que moi j'ai pas encore d'enfant, que je suis pas encore mariée, que ça veut dire que je suis en retard par rapport à quelqu'un. C'est juste que la société nous a mis dans ce cycle de se dire que à 25 ans il faut avoir ci, à 30 ans il faut avoir ça. Sauf que la société a changé aujourd'hui aussi. Ouais. Donc, et puis, je pense que petit à petit, on se rend compte que chaque cycle de vie mérite d'être différent, et tant mieux, en fait. Et alors, même si le meilleur reste à venir, c'est quoi le bilan que tu fais déjà de ta vie? J'en fais un bilan quand même très positif. J'en fais un bilan très positif parce que quand je regarde en arrière, c'est vrai que j'ai vécu des choses pas très glam, un peu difficiles, etc. Mais je fais partie de ce pourcentage de la population qui a la chance de faire ce qu'elle aime dans la vie. J'ai vraiment la chance d'avoir un métier, de poursuivre mes passions, de poursuivre mes rêves. C'est pas tout le monde qui a cette chance, il y en a beaucoup qui abandonnent. Et c'est aussi pourquoi, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, pour vraiment inciter, encourager les gens à ne pas abandonner leurs rêves. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Et vraiment, moi, j'en suis l'exemple. Je veux dire, qui aurait cru que j'allais écrire un livre à 36 ans j'ai un premier documentaire qui arrive là bientôt. Voilà, je vis de ma passion. J'ai des amis, une famille qui m'aime. Je suis entourée de personnes et c'est ça le plus important en fait, plus que la quête matérielle, etc. Donc bilan positif pour moi. Et quels conseils tu veux donner pour inspirer les gens, les conseils qui te tiennent le plus à cœur? Le conseil vraiment tiré du livre peut-être l'un des conseils qui me tient le plus à cœur, c'est pardonne, avance, transforme tes traumas en totem de victoire.
Parce que il n'y a pas de vie quand il y a de la rancœur. Il n'y a pas de vie quand il n'y a pas d'amour. Et il n'y a pas de vie quand il n'y a pas d'acceptation. Du coup, vraiment, c'est ça mon conseil. L'un des conseils du livre, pardonne, avance, transforme tes traumas en totem de victoire. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe à quel point ça a été difficile, il faut que tu fasses le choix à un moment donné. Ta vie, elle est entre tes mains. Hein. Elle est entre les mains de personne d'autre. Il y a des personnes qui peuvent rentrer pour essayer un peu de... Voilà, et un événement va te balloter de droite à gauche, ça va te mettre mal, etc. Mais ta vie, elle est entre tes mains. Et c'est à toi de décider ce que tu fais des événements qui t'arrivent. Si tu décides de rester dans le cercle négatif, c'est fichu. Oui. Il faut décider, il faut prendre la décision. Et c'est pas une décision, un jour tu te dis « Ah, génial, je prends la décision, aujourd'hui ça va être positif ». C'est une décision que tu dois prendre tous les jours. Tous les jours, pour avoir la meilleure vie possible. Parce que, encore une fois, ta vie, elle est entre tes mains. Et si tu prends pas un peu les commandes sur tout ce qui est négatif, si tu prends pas autorité sur ce qui est négatif, c'est compliqué. Et tu te verrais réécrire un livre dans 15 ans? Ah bah ouais, moi, mais je pense que je vais en écrire pas mal des livres. Hein. Moi, j'ai plein d'histoires à raconter. Hein. Bah oui, j'imagine. J'ai plein d'histoires à raconter. Ouais, ça a été une expérience, une chouette expérience quand même d'écrire ce premier ouvrage. Et sincèrement, ça m'a donné le goût pour en écrire d'autres. J'ai déjà quelques idées, j'ai déjà commencé quelques livres. Donc, à voir dans 15 ans combien est-ce que j'en aurais écrit. Ce livre qui n'aurait peut-être pas vu le jour sans le podcast que tu développes, Destiny Podcast. Exactement. C'est parti de là, en quelque sorte. Exactement. C'est vraiment le podcast qui a déclenché l'écriture du livre. Parce que j'ai vraiment pensé, je me suis dit, ok, il y a des gens qui écoutent le podcast et tout, c'est sympa, mais il y a peut-être des gens qui n'écoutent pas les podcasts et qui ont peut-être besoin aussi des conseils que je donne, qui peuvent se reconnaître. C'est pour ça vraiment que j'ai décidé de transcrire les leçons du podcast au sein de ce livre. Ok. Alors là, est-ce que tu as déjà des projets pour 2026 ? T'évoquais un documentaire, quelque chose ? Ouais. J'ai donc mon premier documentaire qui va sortir là en 2026, effectivement. On est sur la fin du montage, après vraiment la sueur et le sang pour vraiment réaliser ce documentaire. Qui porte sur le regard qu'on a sur le thème de l'influence et des influenceurs particulièrement africains, puisque bon, je pense qu'on aura compris que l'Afrique me tient à cœur. Et donc du coup, voilà, c'est ce premier documentaire qui va sortir en courant 2026. Et puis, oui, après, bon, j'ai été scénariste d'un film là, cette année qui est sorti. Il y en a d'autres en préparation. Le nom du film, c'est quoi ? Léa. D'accord. Ah oui, ouais. Exactement. Ouais. Léa, donc il y a d'autres films qui arrivent aussi cette année. Ok, bah super. Merci à toi, Lucrèce. Mais merci, c'était un plaisir. Ça fait vraiment du bien. Un plaisir partagé. Merci. Je rappelle le titre de ton livre, 15 conseils pour une destinée et confiance en soi reboostée, chez Véron Éditions. Alors, où est-ce qu'on peut le commander ? Alors, le livre, il est disponible sur Amazon, sur le site de la FNAC également, ou sinon, vous pouvez le commander auprès de vos libraires de proximité. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un petit message à passer face caméra pour les personnes qui te suivent et qui ont écouté l'épisode ? Ouais. Alors déjà, pour les personnes qui me suivent, bien merci de me suivre. Merci de porter le projet du livre, de porter le podcast, parce que sans public, sans audience, il n'y a pas de projet. Merci aussi à toutes les personnes qui m'écrivent en DM et qui partagent leur expérience à la suite, soit de l'écoute du podcast, soit de l'achat du livre. Merci à tous. Et puis toutes les personnes qui vont regarder, j'espère que j'ai pas été trop bavarde. Non, mais non, au contraire.
Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et puis, forcément, j'ai envie de vous dire, allez acheter le livre. Voilà, c'est dit. Et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux d'ailleurs? Alors, il y a le compte Instagram, YouTube du podcast, donc The Destiny Podcast. Ensuite, mon compte personnel, c'est Elle Tahirou, donc Elle pour Lucrèce Tahirou, donc sur Instagram. Sinon, il y a mon LinkedIn aussi, comme je suis dans la production audiovisuelle, etc. Donc, il y a des personnes qui veulent se connecter avec moi, donc c'est tout simplement Lucrèce Tahirou sur LinkedIn. Parfait. Merci encore à toi, Lucrèce. Merci, Kevin. Vous pouvez écouter et réécouter ce podcast sur toutes les plateformes. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Source Inspiration au pluriel.